Hey, salut à tous les leaders, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Il s'agit aujourd'hui d'un Bumblebee. Le personnage devenu avec les films et les séries suivantes l'un des Transformers les plus connus et les plus représentés, nous revient ici avec une version War for Cybertron. Cependant, afin de le rendre plus difficile à trouver, il est exclusif à la gamme associée à la série Netflix débutée en été 2020, constituée majoritairement de repaint et léger retool pour mieux coller à la série. Et c'est là le premier problème. Pendant que vous voyez quelques photos de la boîte dont les couleurs rappellent Netflix tout en gardant des visuels de la gamme de jouets, je voudrais aborder l'un des nombreux problèmes de la série. Les modèles d'animation de War for Cybertron sont basés sur les jouets de la trilogie et des gammes éponymes. On peut ainsi voir sur Optimus un backpack beaucoup trop imposant, le torse des Seekers derrière leur mode Tetrajet et d'autres détails comme les ports 5 mm qui ne rendent pas extrêmement bien pour des modèles d'animation. C'est un choix que j'apprécie et qui permet ainsi d'avoir des représentations parfaites des personnages quand on achète les 6 joueurs Rise, ou presque. La taille de Jetfire, le visage de Megatron ou encore les couleurs plus salies de la majorité des modèles font que Hasbro a pu sortir une gamme destinée à donner des figurines plus proches de l'animation. Un choix logique puisqu'il faut bien vendre, après tout l'entreprise n'est pas une association caritative. Mais ce n'est pas ce qui me dérange le plus, on en reparlera encore un peu après. Et on retrouve Bumblebee en mode alternatif. Comme vous l'avez vu derrière la boîte, c'est une coccinelle licenciée par Volkswagen, comme l'ont été avant lui les deux Masterpiece G1, le Masterpiece Movie, la version Studio Series et toutes les versions des jouets de son film. Si Volkswagen n'avait pas cédé aux demandes de Hasbro pour la licence, les amateurs de coccinelles transformables seraient passés à côté de bien des options. Ce mode alternatif est très réussi je trouve, le jaune est très beau, plus profond que beaucoup d'autres versions, et il n'y a presque pas de différence de couleur sur ce mode alternatif. La majorité des vitres sont des pièces séparées de la carrosserie, une technique que j'aime beaucoup et qui ajoute à la qualité de coloration en plus d'augmenter le nombre de pièces. D'ailleurs, j'ai l'impression que toute la carrosserie a été peinte en un jaune pailleté qui fait que seul le bas des vitres, seules applications de peinture jaune sur du plastique transparent, est d'une couleur différente du reste. Et en plus de ça, plusieurs détails ont été peints sur la voiture, comme le logo de la marque juste devant la vitre. Une touche agréable que même le Studio Series n'a pas. Et les pare-chocs avant et arrière sont en caoutchouc, ce qui évite les risques de casse. Les phares, les jantes et les essuie-glaces sont eux aussi peints en argenté, et les feux arrière sont peints en rouge. On a un détail de plaque d'immatriculation à l'arrière plutôt qu'une roue de secours comme on pourrait s'y attendre. Je ne trouve pas ce détail trop dérangeant, la voiture est déjà très belle comme ça. Mais justement, le problème est que la voiture est très belle. Je ne dis pas par là que les autres modes alternatifs sont moches, mais c'est le seul mode alternatif de toute la trilogie War for Cybertron à être licencié et à reproduire une vraie voiture. Du coup, Bumblebee sort un peu du lot, même si Cliffjumper est lui aussi une reproduction quasiment identique d'une voiture existante. Et vous pouvez justement voir qu'il fait la même taille que Cliffjumper, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il en est un énorme remold. Toute la carrosserie de la voiture a été changée et je trouve que ça donne bien. Le voici à côté d'autres coccinelles de ma collection. Bumblebee G1, Nitro, Studio Series et Bugbite, un super gobot. Non seulement Bugbite est en mauvais état, mais je trouve que c'est la coccinelle la moins réussie du lot, parmi celles qui visent à être réalistes. Elle semble trop plate. Mais les proportions de Bumblebee Netflix ne sont pas non plus les plus réalistes. Le remold d'après Cliffjumper lui donne un capot qui semble plus long et fin que le Studio Series, qui semble avoir le mode alternatif le plus réaliste du lot. Mais justement, pour un remold, je trouve que c'est assez impressionnant. Pour revenir à Bugbite un instant, j'aimerais parler de sa version Select. La version Transformers de Bugbite vient à l'origine d'un passage de ce gobot précis dans l'univers TF. Et le premier changement étrange est qu'il passe d'une coccinelle jaune, comme Bumblebee, à une coccinelle blanche et violette. C'était sans doute pour ne pas vendre un autre Bumblebee géant et l'appeler différemment, ce que personne n'aurait acheté. Mais la version Select reprend Cliffjumper plutôt que Bumblebee, ce qui lui donne un corps différent alors qu'il était censé rester une coccinelle. L'hypothèse que je fais sur ce changement est que Hasbro a obtenu la licence Volkswagen pour Bumblebee, justement, ou quelque chose comme ça. Les droits sur la voiture les ont empêchés de reprendre cette version du mode pour un Bugbite Deluxe et ils ont donc pris Cliffjumper. Mais nous ne sommes pas là pour parler de Bugbite. Bumblebee a également dans sa boîte l'arme de Cliffjumper, dans un gris métallisé plus sombre pour les deux petits canons et sans peinture pour la pièce arrière. Les skis sont quant à eux identiques à la version originale. On peut donc donner à Bumblebee une configuration de ski nautique en mode alternatif, une option qui n'est là que parce que Cliffjumper l'avait aussi. Les canons se positionnent toujours sous les portières dans cette configuration. Puisque le remold a enlevé le port 5 mm du toit, on ne peut pas mettre d'énormes canons sur Bumblebee. On peut cependant réorganiser les bras et la pièce arrière de la voiture pour avoir une configuration que je trouve assez moche, mais qui peut être considérée comme une version G1 du mode Stealth Force de sa version Beavers. Il y a également une pièce pour refaire un fond de l'arche en carton fin, mais avec une seule pièce, l'usage est assez limité. Tout comme Cliffjumper, la transformation de Bumblebee commence avec du parts forming. Je trouve cette déconnexion plus difficile à réaliser que sur la première version du mold, mais au moins l'absence de peinture aux épaules m'enlève une source d'inquiétude pour cette étape. Le reste est identique à Cliffjumper où il faut trouver une suite d'étapes qui permettent de ne pas avoir de blocage de pièces par d'autres pièces. Une bonne transformation mais un peu difficile à mettre en œuvre parfois. Je tiens aussi à préciser qu'une étape se trouve ici beaucoup plus difficile à faire que pour Cliff,
ouvrir le torse de Bumblebee pour y ranger la pièce du capot. Les pecs qui tiendront les épaules en place en robot sont beaucoup plus longues sur Cliff et tapent dans le capot, ce qui rend l'étape assez effrayante, surtout que ces pecs sont en plastique transparent. Le mode robot de Bumblebee est aussi réussi que le mode de base et le mode véhicule laissaient supposer. Mis à part le torse à l'envers, ce qui n'est pas si grave je trouve, tout ce qu'on pouvait attendre d'un Bumblebee est là. Enfin, j'entends par là qu'on a bien le capot d'une coccinelle en tant que pied et que le toit forme le torse du robot. Comme pour Cliff Jumper, les proportions sont réussies, tout comme les articulations. Et la tête est assez bien, elle aussi. On reconnaît bien le visage de Bumblebee, mais l'expression ne me convainc pas complètement. Pour un personnage dont le principe est d'être si jeune et joyeux, c'est peut-être un peu étrange de lui donner l'aspect sérieux de la plupart des autres personnages. Et justement, j'en profiterai pour parler de deux autres points concernant Bumblebee dans la série War for Cybertron. Déjà, je le trouve trop sérieux. Comme tout le reste de la série, qui se veut visuellement sombre en plus d'essayer de parler de thèmes graves, Bumblebee est juste un personnage sérieux de plus. Un mec un peu aléatoire qui représente clairement une figure un peu jeune et perdue du personnage qui ne sait pas où aller mais qui veut être gentil. C'est comme s'il était déguisé en panneau demandant au public de s'identifier. Comme s'il disait tout le temps « Regarde-moi public qui veut se sentir adulte, je suis comme toi et je veux que tu t'identifies à moi ». S'il y avait une chose que les deux premiers chapitres de la trilogie War for Cybertron devraient apprendre, c'est qu'il n'y a pas de profondeur s'il n'y a pas de hauteur pour contraster. Contrairement à Bumblebee dans la G1, Animated, Cyberverse ou encore Transformers Prime, et pourtant c'est une série que je n'aime pas sortir en exemple, Bumblebee dans Netflix n'a pas de côté amusant et n'est pas cet enfant parfois insupportable mais insouciant qui sert à mieux apprécier le côté sombre de l'histoire. Et honnêtement, je trouve que côté contraste, Cyberverse, qui est une série pour enfants que j'adore, arrive bien mieux à gérer des épisodes sérieux parce qu'il y a aussi des moments d'humour dedans. Je ne suis pas le plus grand fan de Bumblebee dans Cyberverse, mais je vois bien qu'il est utile pour qu'on se sente plus impliqué lorsqu'on retourne aux intrigues sérieuses de la troisième saison. Pour conclure cette première remarque sur Bumblebee War for Cybertron, je dirais que c'est un personnage aléatoire qu'on a collé sur l'image de Bumblebee pour faire croire qu'il était intéressant. Et je me sens un peu pareil par rapport à sa version d'IDW 2019 à vrai dire. Et justement, la deuxième remarque que j'avais à faire par rapport à Bumblebee dans la série Netflix, c'était sur son apparence. J'ai dit plutôt que la série prenait des modèles d'animation quasiment identiques aux jouets. Eh ben, pas pour Bumblebee. Contrairement à tous les autres personnages de la série, Bumblebee, Elita et Arcee ont été ajoutés à la série sans avoir encore de figurines dans la gamme. Une erreur monumentale, surtout pour Bumblebee je trouve. Vouloir ajouter Elita à la série était une bonne idée, afin d'avoir plus de personnages féminins que juste Chromia. Elle permet d'avoir un personnage au niveau d'Optimus pour lui donner un attachement émotionnel. Et là je parle seulement de la théorie et pas de la mise en pratique. Mais pour Bumblebee, il était juste là pour dire que la série comptait le personnage le plus connu de la franchise. Sérieusement, je suis sûr qu'ils auraient pu remplir la même fonction avec n'importe quel autre personnage qu'on avait déjà eu en jouet et dont l'histoire était de base plus floue, comme celle de Bumblebee à présent. Mais non, ils ont choisi de mettre Bumblebee. Toujours Bumblebee. Et contrairement à la figurine que je présente en vidéo, le modèle d'animation est affreux. Enfin, dire qu'il est moche relève de l'appréciation personnelle, mais vous ne pouvez pas me dire sérieusement qu'il passe bien avec les autres. Il n'a pas de keyboard de transformation, il ne se transforme évidemment pas, il n'a pas le même genre de détails. C'est l'une des pires idées de la série à mon sens, et pourtant je suis très loin d'aimer cette série. Quand on a une série dont tous les personnages tirent leur apparence d'une ligne déjà existante, il vaut mieux éviter de rajouter des modèles créés de toutes pièces. Ça se voit beaucoup trop, surtout quand on veut juste poser un personnage qui doit être là parce qu'il doit être là, pas parce qu'il sert à l'histoire. Mais heureusement, ce jouet ne reprend pas le Bumblebee de la série Netflix. Il reprend ici l'idée de Bumblebee G1, qui n'est certes pas mon personnage préféré, mais dont j'aime le design et le mode alternatif. C'est surtout pour ça que je l'ai voulu, et je remercie d'ailleurs TF Toybox pour me l'avoir réservé. Il était trouvable dans quelques Pickwick Toys pendant un moment, mais il doit être à présent bien plus difficile à avoir. Je vous recommande quand même ce Bumblebee Netflix, qui n'a que peu de lien avec la version ratée qu'on voit dans une série qui ne me plaît pas beaucoup plus. Les deux modes sont réussis, le robot est alléché avec les autres War for Cybertron et la transformation est ingénieuse, mais malheureusement gênée par l'étape du torse. Je pense l'aimer plus que la première version Masterpiece, malgré le parts forming, et évidemment bien plus que la deuxième version Masterpiece, dont je n'aime ni le principe ni la réalisation. Mais en ce qui concerne Bumblebee à l'échelle Generations, je pense qu'il sera difficile de faire mieux. Merci à vous d'avoir regardé cette review. Je n'ai pas commenté les comparaisons avec d'autres Bumblebee et d'autres Generations, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur le traitement du personnage en fiction. La tournure sérieuse de War for Cybertron m'inquiète pour de probables futures séries qui ne feront qu'empirer un phénomène que je suis certain de ne pas aimer s'il n'est pas plus travaillé que ça. On verra si le troisième chapitre de cette série me fera changer d'avis. Faites un tour sur l'Arche pour discuter de la figurine, des nouveautés ou de la série. Dites-moi sous la vidéo ce que vous pensez de ce Bumblebee, de ce que j'en ai dit. Abonnez-vous si ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Stay there, fin de un jour, fin de toujours et salut.